Et gros plan aujourd'hui sur les États-Unis. L'année 2020 s'annonce décisive. Les Américains choisiront-ils de réélire Donald Trump ou pas? Les spéculations vont déjà bon train, évidemment. Mais une génération pourrait tout changer, les millennials. Merci Christophe de Roubaix d'être avec nous. Vous êtes journaliste à l'Humanité et vous publiez aux éditions de l'atelier Millennials, la génération qui secoue l'Amérique. Comment ces jeunes Américains secouent-ils leur pays ? Ils le secouent d'abord par les mentalités, c'est-à-dire par leur état d'esprit. Sur toutes les grandes questions de société ou de politique économique et sociale, ils sont à rebours, peut-être moins de la génération d'avant, mais surtout de la génération des baby-boomers. Donc ils sont ouverts. Ils sont plus ouverts, c'est ça? Ils sont plus ouverts culturellement, ils sont plus demandeurs d'intervention publique. Là où Ronald Reagan disait que le gouvernement était le problème, eux ont plutôt tendance à dire que le gouvernement est la solution. Et puis ils s'engagent, ils secouent le pays aussi en s'engageant en politique. On le voit avec une nouvelle génération d'élus, notamment des femmes, dont une qui fait la couverture qui est maintenant bien connue, Alexandria Ocasio-Cortez, et puis aussi en allant aux urnes, alors encore dans des proportions moindres que les générations précédentes, mais en revanche quand ils vont aux urnes, ils votent pour les démocrates, et en général les démocrates les plus à gauche, dans des proportions qui n'ont jamais été vues dans l'histoire politique du pays. Est-ce que c'est un retour de l'État-providence, en tout cas dans leurs esprits? Est-ce qu'ils voudraient cela? Justement, on parlait de Ronald Reagan et de son capitalisme, voilà. Est-ce que là, il y a un changement? Il y a une fin de cycle, clairement. On le voit depuis 5-10 ans aux États-Unis, depuis le krach de 2008, en fait. Le krach de 2008 a... Vous dites que c'est la génération krach 2008, hein, d'ailleurs. Oui, cette génération, son expérience sociale et politique. Qui sont ces jeunes Américains qui ont entre 20 et 35 ans, hein, précisons-le. Voilà, 22 et 37 ans, précisément. Ils sont nés entre 1982, donc les premiers ont eu 18 ans au moment du millénaire, et ils ont maintenant 37 ans pour les plus âgés, donc ils sont ou encore un peu étudiants, ou surtout des salariés. Donc le krach de 2008, ils en ont été les premières victimes, les premiers licenciés. Et puis pour ceux qui étaient étudiants, ils ont subi l'effet ciseau entre de forts coûts, un fort endettement pour payer leurs études, et puis à la sortie, peu de salaire à la hauteur de ce qu'on leur avait promis. Ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes Américains, ce sont quand même les enfants de la génération Reagan. Oui. Ce sont qui a été président pendant presque toute la décennie 80. Ce sont les enfants de la génération Reagan, mais ce sont surtout les enfants de la génération post-guerre froide. C'est la seule génération américaine, états-unienne vivante qui n'a pas connu la guerre froide. Voilà. Donc, elle n'a connu que le capitalisme triomphant, mais défaillant, et donc son expérience sociale et historique, c'est celle-là. Donc il n'y aurait pas de transgression, justement, pas de tabou à aller voter pour un socialiste comme Bernie Sanders. Le mot socialiste n'est plus tabou, on a l'impression, pour ces jeunes-là, aux États-Unis, qui est quand même le pays de la libre entreprise. Hein. Oui, non seulement il est plus tabou, et même il y a un sondage qui est sorti il y a 2 ans, d'une association anticommuniste d'ailleurs, qui montre que 46% des jeunes Américains voudraient vivre dans une société socialiste, plutôt 40% dans une société communiste. Donc le mot socialisme ne renvoie plus à la guerre froide et au soviétisme, mais répond plutôt, alors après on pourra discuter, mais plutôt à l'idée d'un retour de l'État dans l'économie, à des régulations, à des contrôles, à des impôts mieux partagés. La grande question, évidemment, maintenant, c'est celle de la présidentielle de 2020. Est-ce qu'ils peuvent faire basculer cette élection? Est-ce qu'ils peuvent faire perdre Donald Trump? Pour moi, ça sera l'une des clés. Ce sera pas tellement le vote des millennials. On sait qu'ils vont voter à entre 60 et 65% pour le candidat démocrate, quel qu'il soit, et autour de 30-32%. Mais 66% de combien? Donc la question, c'est celle de la participation et de la mobilisation électorale. Donc il y a un effort qui est fait chez les démocrates pour inscrire les jeunes sur les listes électorales, pour les convaincre de se rendre aux urnes. Je pense que c'est la clé. L'une des clés, c'est celle-là, évidemment. Est-ce que Donald Trump, il les craint, ces millennials? Il doit les craindre, je pense, puisque s'ils vont voter massivement en 2020, ça sera une très mauvaise nouvelle pour lui. On l'a vu déjà lors des élections de mi-mandat qui sont un peu passées. Alors on a retenu que Trump avait perdu la Chambre des représentants. Les chiffres définitifs sont arrivés. Les républicains ont accusé un retard de 9,5 millions de voix. C'est énorme dans le cadre d'une participation très forte, la plus forte depuis 1920. Et avec, en général, les millennials votaient à 30% à ces élections de mi-mandat. Ils ont cette année voté à 50%. Donc on voit bien que la mobilisation de ces jeunes électeurs, entre 22 et 37, on est encore jeune à 37 ans, hein, mais la nouvelle génération qui arrive, qui est aujourd'hui la plus fort segment de l'électorat américain, devant les baby-boomers, va être absolument décisif. Ces millennials, quel est leur profil? Est-ce qu'on peut dire qu'ils constituent une espèce de masse, justement, assez solide, avec une identité commune, culturelle et politique, ou est-ce que, justement, c'est assez varié? Non,
La question de la génération est toujours un peu compliquée parce qu'évidemment tous les millennials, quand je dis les millennials, je ne fais pas un portrait des 75 millions de millennials en disant chaque millennial ressemble à ça. Mais de la même manière que mai 68, aujourd'hui, plus personne ne se pose la question de savoir si tous les jeunes étaient dans la rue, mais on sait bien que mai 68 a été provoqué par la nouvelle génération. Donc de la même manière, cette génération-là a des traits communs. C'est une génération qui est diverse, la plus diverse de l'histoire du pays. Donc elle annonce un pays qui sera dans une génération post-européen. C'est une génération qui est très diplômée, la plus diplômée de l'histoire, avec notamment les femmes qui sont plus diplômées que les hommes. 43% des femmes de 22 à 37 ans, je le cite souvent parce que c'est un marqueur quand même de société, hein, ont un bac plus 5. C'est absolument la génération la plus urbaine et aussi la génération la plus ouverte culturellement, la moins religieuse. Et vous dites, oui, c'est un renversement des valeurs de l'Amérique, hein, cette génération. Vous dites aussi que c'est grâce à eux qu'il y a eu de grandes réformes sociétales comme le mariage homosexuel ou la légalisation du cannabis. Quelle est leur influence réelle et comment elle se mesure? D'abord, c'est une influence dans les urnes. L'influence électorale. Donc, par exemple, sur le mariage gay, qui est la loi du pays depuis 2012, on a bien vu dans les enquêtes d'opinion que l'opinion publique évoluait, mais elle évoluait sous l'effet des millennials qui arrivant à l'âge de citoyen, à l'âge adulte, et étant favorables dans des très fortes proportions au mariage gay, ont changé le rapport de force un peu des mentalités. Et après, souvent aux États-Unis, ça se fait par référendum. Donc concrètement, ça pèse dans les urnes. C'est vrai pour la légalisation de la marijuana, on en a parlé aussi, et c'est vrai aussi pour le SMIC à $15, dont on parle assez peu, mais ils ont beaucoup pesé aussi sur cette... Est-ce que ces millennials, ils constituent l'antithèse de la base électorale de Donald Trump? Ah oui, oui. Clairement, aujourd'hui, ce qui permet de comprendre les États-Unis, c'est nous avons un pays qui n'a jamais été autant divisé depuis la guerre de sécession, je pense. Très polarisé. Hein. Très polarisé, avec d'un côté une Amérique, l'Amérique de Trump, qui est une Amérique monocolore, blanche, conservatrice, assez âgée, vieillissante. Ouais, vieillissante hein. Trump, la moyenne d'âge de ses électeurs est au-delà de 50 ans. Et de l'autre côté, il y a une Amérique qui est en train d'émerger, la question que vous posez là, est-ce qu'elle prendra le pouvoir, donc qui est plus multicolore, plus jeune, plus ouverte culturellement, je l'ai déjà dit, et qui est aussi plus progressiste. Est-ce qu'ils peuvent se retrouver, encore une fois, dans la figure de Bernie Sanders? Je pense que le temps pour Bernie Sanders est passé. La question se posait encore il y a 15 jours, et je pense qu'elle ne se pose plus avec ses problèmes de santé. Donc l'incarnation politique de ce renouvellement générationnel va trouver une autre figure que celle de Bernie Sanders. Qui, par exemple? Elisabeth Warren? Elisabeth Warren, oui, c'est celle qui semble la mieux placée pour incarner. Pour quelle raison? Parce qu'elle est très à gauche. Si Bernie Sanders est le candidat le plus à gauche de l'histoire des primaires démocrates, Elisabeth Warren est la deuxième candidate la plus à gauche de l'histoire du Parti démocrate. Donc elle répond sur toutes ces grandes thématiques. Elle-même n'est pas jeune, mais on n'a pas besoin d'être jeune pour incarner politiquement la jeunesse. Elle a 70 ans. Mais sur tous les grands sujets, notamment, elle fait très, très fort sur les sujets de politique économique. Elle propose, elle ne le nomme pas comme ça, mais ça revient à ça, un impôt sur la fortune, ce qui est quand même une petite révolution aux États-Unis. Et c'est une femme également, ça pourrait changer la donne. Il faut rappeler qu'il n'y a jamais eu de présidente aux États-Unis. Exact. C'est pour ça que je pense qu'Elisabeth Warren, d'ailleurs on le voit dans les sondages, elle est en train d'émerger, elle est passée devant Joe Biden maintenant. Et si Bernie Sanders se retire de la campagne d'ici quelques semaines ou quelques mois... ça c'est une possibilité? C'est une possibilité. Enfin, je vois mal comment il peut continuer cette campagne, en tout cas au-delà des premiers votes qui seront sûrement compliqués pour lui. Enfin, il y a aussi donc cette figure dont vous avez parlé, qui est sur votre livre, Alexandra Ocasio-Cortez. De quoi est-elle le nom? Qui est-elle, cette femme? Qu'est-ce qu'elle représente? Elle est sortie de nulle part, en fait. Elle est sortie de nulle part, et puis un jour, on a appris qu'un démocrate, un baron démocrate à New York, qui est un bastion démocrate, avait été battu très largement par une jeune femme qui est bac plus 5, qui avait été barmaid parce qu'elle avait des problèmes dans sa famille, son père était décédé, et puis elle s'est engagée en politique. Elle a 30 ans aujourd'hui, hein, 29 ou 30 ans. Elle a 29 ans, ouais. Elle avait 3 semaines quand le mur de Berlin est tombé, pour vous dire un peu, donc son expérience. Et puis elle s'est engagée, elle a fait du porte-à-porte, elle a monté une campagne avec des copains autour d'elle, et puis elle a battu ce baron, et elle est arrivée au Congrès. Elle le raconte, hein, non pas en disant « je suis une jeune élue, donc je vais regarder comment ça se passe », mais je vais porter au cœur du pouvoir, je vais porter mes valeurs, et aujourd'hui elle incarne cette Amérique qui émerge, l'Amérique de demain, c'est elle.
Et des jeunes aussi qui ont des discours aussi assez radicaux, qui n'ont pas peur, qui ne sont pas dans un discours au tiède, je dirais. Vous citez par exemple la comédienne Michelle Wolf, qui avait fait vraiment un tollé au dîner annuel de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche avec un sketch quand même assez virulent. Il y a aussi le journaliste Ronan Farrow. Il y a tous ces gens-là, en fait, qui sont aussi des figures assez marquantes et qui tracent une voie ou un sillon. Ils vont au bout de leurs valeurs et de leurs idées. Même en termes de cuisine, par exemple, je cite un jeune chef qui s'appelle Fabian van Auske, mais qui est d'origine mexicaine en fait, et il va au bout de sa démarche. Par exemple, dans son restaurant, c'est un petit détail, il n'y a pas de vin américain. Il dit les vins américains sont pas bons, donc moi à New York je ne mets pas de vin américain. En revanche, il y a du vin du Pyrénées-Oriental ou du Bugey. C'est vraiment une génération qui radicale dans le sens où elle va vraiment au bout de... C'est plus America First, l'Amérique d'abord. Ah non, c'est plus l'America First, non, c'est une génération qui est totalement mondialisée. Totalement mondialisée. Elle l'est dans sa composition même, parce que des jeunes sont américains mais d'origine latino, asiatique. Elle l'est aussi dans son rapport au monde. Alors vous allez plus loin à la fin de ce livre, vous dressez aussi le portrait de 3 millennials, l'un américain, l'autre britannique et le dernier français. Qu'est-ce qu'ils partagent, ces jeunes hommes, entre eux ? Ils partagent une même expérience historique. Vous voyez, ce qui est arrivé aux États-Unis est arrivé aussi en France et en Grande-Bretagne, qui sont 3 grandes puissances nées de la révolution industrielle. Donc cette jeunesse, elle est aussi diverse. Alors, on choisit le mot qu'on veut, mais disons diverse. La jeunesse américaine est diverse en raison de l'immigration, la jeunesse française aussi en raison de l'immigration de la Grande-Bretagne. Et puis ils ont partagé le krach de 2008, ils ont fait la même expérience. Et finalement, on se rend compte que dans des langues différentes, ils parlent de la même chose. Ils parlent la même langue, en fait. La même langue, le rejet du tournant néolibéral du Parti démocrate pour l'un, du Parti travailliste pour l'autre, du Parti socialiste français pour les troisièmes, et donc recherche quelque chose d'une incarnation politique radicale et assez à gauche. Question piège, est-ce que vous avez déjà un pronostic pour la présidentielle de 2020 ? Jamais de pronostic, surtout pas. Non, la clé, elle est au suffrage universel. Donald Trump va perdre. Il avait 3 millions de voix de retard en 2016, il en avait 10 en 2018, donc il va perdre. La question, c'est est-ce que dans les États clés du Midwest, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, est-ce qu'il va les perdre ou il va les remporter? Sachant que les dernières études montrent qu'il peut accuser jusqu'à 7 millions de voix de retard tout en étant réélu grâce au système électoral, du collège électoral. Merci Christophe Deroubet d'avoir été avec nous. Votre livre Millennials, la génération qui secoue l'Amérique est publié aux éditions de l'Atelier. Merci. D'avoir été avec nous. Merci. Et tout de suite,